Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre présence nombreuse à cet entretien. Entretien que je vais avoir le plaisir d'animer avec Richard Rognier, à mes côtés, poète, et Philippe Collignon, photographe. Alors cet entretien va être un petit peu expérimental. C'est-à-dire qu'on l'a jamais. Déjà, c'est un entretien à trois, c'est déjà pas aussi simple et aussi évident. D'ailleurs, j'ai ma fiche. Ah, c'est la mienne, faut pas que tu regardes. C'est ma fiche. Voilà. Alors, c'est complètement expérimental, vous voyez. Et donc on va dialoguer avec Richard et Philippe. On va dialoguer naturellement sur cette très belle exposition et sur la poésie qui l'accompagne. Mais il me semblait quand même important que la poésie ait aussi une voix et qu'elle soit dans cet espace aussi, qu'elle occupe aussi cet espace par la parole, par la voix. C'était quand même assez important. Donc, dans cet entretien va démarrer par un moment de poésie, comme on va installer la poésie, puisque la photographie est installée au mur, et on démarrera après l'entretien, et à certains moments de l'entretien, on prendra le temps d'écouter un ou deux poèmes, qui seront lus par Raymonde, ici à ma gauche, et Nadine, qui est à ma droite. Voilà. Donc, pour commencer, pour installer la poésie, on va commencer tout de suite par une lecture, et c'est Richard qui va nous lire un de ses poèmes. Oui, il est bon. Il faut le mettre bien. Voilà. Oui. Le ciel, malgré la pluie, aujourd'hui, à moi s'ouvre. La brume imperturbable éraille mon jardin, ignorant ses lambeaux sur mon toit qu'elle couvre. Je m'élève étonné comme un souffle enfantin. Entre moi à cette heure et moi-même demain, y a-t-il la clarté d'un infime passage par où se glisserait, pour me tendre la main, l'autre, qui pour un temps doublerait mon visage. Le ciel malgré la pluie, aujourd'hui à moi s'ouvre. La brume imperturbable éraille mon jardin ignorant, ses lambeaux sous mon toit. Qu'elle couvre. Je m'élève, étonné, comme un souffle enfantin. Entre moi à cette heure et moi-même, demain, y a-t-il la clarté d'un infime passage par où se glisserait, pour me tendre la main, l'autre qui, pour un temps, doublerait mon visage? La lumière s'écrase en ce jour nu d'automne. On voudrait tant revoir tout visage effacé à chaque pas qu'on fait sur la route où résonne un pâle souvenir errant en pointillés. Les paupières du ciel ne se lèveront plus sur la forêt rouillée et les jardins confus. À peine si l'on voit passer quelques mésanges sur le pain fatigué privé de leur louange. Nous entendrons toujours le cri de l'inconnu sonner dans notre corps, où terrible, il ne cesse de s'accoupler au temps qui tenaille et qui blesse la présence des jours, glissant à notre insu. Dans les branches du pin, le monde se révèle. Pour entendre mon sang s'éblouir dans mon corps, il suffit que je fixe le moindre mouvement de transparence ou d'aile. Je sais que ma tendresse est mortelle, mais il en restera peut-être quelque chose si un seul de mes souvenirs se confie aux roses que préparent les futurs printemps.
Et pourtant, dans le noir, un feu renaissant s'établit comme un songe, où les chants d'oiseaux nomment les ténèbres pour les chasser avant même que le vent ne les ait dissipées. Je veux, oui, vraiment, je veux toucher les joues de ceux qui approchent inquiets dans l'obscurité. Je veux m'appuyer sur leur voix, les entendre et m'offrir comme abri à leur désespérance. Lèvres, mes lèvres, soulever leurs paroles et qu'avec moi il soit le lieu jamais divisé. Alors voilà, nous allons pouvoir commencer l'entretien. Et peut-être pour faire suite un petit peu à ces poèmes, je voudrais peut-être citer Celan qui disait « Le poème est une voix issue du plus serré de soi-même, en route vers quelqu'un qui entende. » Et j'avais envie de parler de la photographie, un peu dans le même genre, en disant la photographie pourrait être une image issue du regard le plus concentré, en route vers quelqu'un qui regarde. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Je vais répéter. Le poème est une voix issue du plus serré de soi-même, en route vers quelqu'un qui entende. Et je trouve qu'avec les poèmes qu'on vient d'entendre, là, on a déjà cette idée de comment cette idée un petit peu de quand même de concentration, pour une certaine concentration, et dans cette concentration aussi le fait d'évacuer beaucoup de choses pour rester concentré sur l'objet même du travail, dans votre construction, quand vous faites le poème ou quand Philippe réalise une photographie. Mais c'est-à-dire que il y a toujours une différence entre le point de départ, si on veut, c'est-à-dire les éléments qui bougent à l'intérieur de soi avant même que ce soit devenu le poème en tant qu'objet verbal. C'est-à-dire que, effectivement, je fais toujours la distinction entre ce qu'on peut appeler le sentiment poétique et le poème en tant qu'objet verbal achevé. C'est-à-dire le sentiment poétique, c'est quelque chose que tout le monde ressent au plus profond de lui-même. Même s'il n'écrit pas, il y a ce sentiment poétique. Ce sentiment poétique-là, en fin de compte, il existe aussi chez Philippe. Mais il ne se traduira pas par l'objet verbal qu'est le poème. Alors, une fois qu'on a parlé d'objet, disons, de sentiment poétique, pour parvenir au poème tel qu'il a été lu, si merveilleusement d'ailleurs par Nadine et par Raymond, il y a effectivement un travail qui se met en place. On est obligé, et pour en quelque sorte passer du brouillon des perceptions qui nous obsèdent, en fin de compte, à une simplification qui permette les pures finales, en fait. Hein? Alors, en ce qui me concerne, avant que je passe la parole à Philippe, en ce qui me concerne, je dis toujours, je ne sais pas ce que je dis, mais je sais ce que je fais. Parce que si je savais ce que j'allais dire, il n'y aurait pas de poème possible. Il n'y aurait plus de poésie. Il n'y aurait plus de poésie. Mais une fois que le sentiment poétique a besoin de se développer, en quelque sorte, et de s'affirmer, on est bien obligé de faire appel à ce qu'on peut appeler la technique. Voilà. Elle n'est pas tout à fait la même pour toi que pour moi, mais enfin, elle est là quand même. Donc, si je résume, il y a un point de départ qui est fondé sur des émotions personnelles, des perceptions personnelles, et puis il y a la réalisation finale qui demande une expérience particulière. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je pense exactement la même chose que toi. Il y a chaque photo que je réalise existe déjà en moi avant même que je la découvre quelque part. On va dire chaque objet photographié a déjà sa vie avant d'être réalité, en fait. Donc ça rejoint exactement ce que tu dis. Après, c'est une question de cadrage, de lumière, de choses comme ça, pour faire en sorte que ce verre devienne ce que je voulais
ou ce que je croyais vouloir à un certain moment, avant même de rencontrer ce verre. Voilà. Et donc, ça c'est. Quand tu parlais de la série sur 15 fois la mer, c'est particulièrement le cas dans le sens où tu es parti, en fin de compte, de photos de vacances que tu as revisitées. Voilà, Ça, de banales photos de vacances, les photos de monsieur et madame tout le monde, peut-être un peu plus pointues, puisque j'utilise un appareil qui est professionnel. Enfin, voilà. Mais sinon, au départ, oui, c'est des images que tout le monde a dans les albums de famille. Et après, je retravaille la couleur, la lumière, donc pour amener l'image existante, pour obliger cette image existante à raconter ce que j'ai en moi et ce que j'espérais pouvoir raconter. Voilà. D'accord. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu cette expo et qui disaient oui, bon, en relation à la peinture, alors on a derrière, c'est vrai, au travail de la lumière et tout ça. Est-ce que justement, quand toi tu vas commencer à reprendre ta matière et tout ça, est-ce que tu as en tête un certain nombre de. Est-ce que tu as des choses qui passent en tête en termes de lumière, en termes de. Voilà. Ou est-ce que tu laisses venir les choses, monter un peu les choses aussi comme un peintre, si tu veux, et avec quelquefois la possibilité de se faire surprendre. Et je poserai la même question sur la question de la surprise aussi, pour rebondir à Richard aussi. En fait, je pars d'une émotion. Donc, après, il faut la mettre, cette émotion. Donc, je pense que c'est pareil pour un peintre, et c'est sûrement pareil aussi pour un poète ou un écrivain. Il faut mettre cette émotion en couleur et en lumière. Et donc, après, c'est l'image d'origine qui va me guider, parce que je ne peux pas transformer un bleu en rouge, par exemple. On ne peut pas aller aussi loin en termes techniques. Par contre, donc, j'ai les contraintes de l'image du départ, et je vais la triturer jusqu'au moment où je vais accepter de m'arrêter, voilà, et puis accepter un compromis entre ce que j'attendais et ce que je peux obtenir techniquement. Oui, alors moi je reviendrai un petit peu sur ce qui vient d'être évoqué tout à l'heure, peinture et photographie. Bon, j'ai souvent entendu dire, lorsqu'une photo a été réussie, ça fait penser à de la peinture. Moi ça me hérisse. La peinture, c'est quelque chose, c'est une technique, exactement. Et puis, tandis que la photographie, de son côté, est quelque chose qui répond à des règles, qui répond à des normes bien particulières, donc tu viens plus ou moins de les évoquer là. Et en ce qui me concerne, je ne cherche jamais à voir dans une photo réussie une peinture. La photographie en elle-même vit pour elle-même. Elle n'a pas besoin de référence picturale. C'est pas possible. Je pense que les gens Mais je crois que c'est une référence picturale parce que c'est une photographie pictorialiste, on va dire. Donc voilà, oui, c'est ça. Oui, parce que oui. En fait, je pense que quand certaines personnes me disent on dirait de la peinture, c'est parce qu'ils ne trouvent pas les mots pour dire ah tiens, on ne dirait pas de la photographie. Oui. Il y a une petite nuance à ce niveau-là. On pourrait retourner la chose aussi en disant une photo réussie, on dirait, pas une photo, mais une peinture réussie, on dirait de la photo. Je pense notamment à Hopper ou à tout le courant réaliste actuel. Hein, c'est exactement la même chose. En fait, ce sont quand même deux. Bon, évidemment, on est dans le domaine de l'art, mais je pense qu'il faut accepter que la photographie a ses propres possibilités, ses propres capacités d'exister par elle-même. Oui, tout à fait. Oui, oui parce que ça oui. Ouais, c'est le vieux débat de la naissance de la photographie à la fin du 19e, en fin de compte. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu un peu cette opposition-là, photographie. Et la photographie, je trouve, a réellement trouvé sa place. C'est-à-dire que c'est véritablement un médium à part entière avec un langage bien spécifique.
Oui, oui. Alors, ce que disait Philippe tout à l'heure est intéressant parce que c'est vrai que tout le monde, surtout avec les moyens modernes avec téléphone et compagnie, tout le monde peut prendre des photos, on fait des photos et souvent même on prend des photos qui restent coincées dans l'appareil et qui ne seront jamais revues par la suite. Bon, ce sont des photos témoignages en fin de compte. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'œil de l'artiste peut isoler certaines de ces photos témoignages pour les transformer, les transcender et faire en sorte qu'elles collent à une réalité supérieure. Et cette réalité supérieure, en fin de compte, c'est la vérité artistique. Tout à fait, oui. Mais il ne faut pas oublier non plus que dans l'histoire de la photographie, on peut même remonter très très loin. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des négatifs de Doisneau, entre autres, et de voir aussi l'évolution du tirage fait par le tireur de l'époque. Et déjà, à l'époque, la photo qui aurait dû sortir d'une façon directe de ce négatif est très très différente de la photo finale qui a été interprétée et réinterprétée. Voilà. Donc déjà à l'époque, la belle photo, si on peut dire, la photo intéressante, était déjà issue de manipulation laboratoire en termes de lumière, en termes de chimie. Et donc, alors pour parler des deux langages et continuer à parler de la photographie, la question que je me pose aussi, c'est qu'on l'a bien vu dans les poèmes et on le voit bien dans ces images, il y a quand même une forme d'épure. Il y a véritablement une forme d'épure. Et sur les poèmes, ce sont quand même des poèmes qui sont très courts, et il y a aussi une forme d'épure. Je crois que j'ai lu que Baglin disait la poésie à la langue chargée. Je trouvais ça très bien, quoi. La langue chargée, il faut maîtriser la houle des mots. Alors, est-ce que la photographie peut avoir l'œil saturé aussi? Alors, ce que je voudrais vous poser à vous deux comme question, c'est comment on évacue tout ça? Comment on arrive à cette forme si puissante, je dirais, de simplicité? Et c'est quand même ça qui nous émeut aussi. C'est le terme essentiel, mais la simplicité est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure qu'on avance sur le cheminement de son propre langage. Mais la simplicité est quelque chose de difficile à acquérir. Bon, je peux donner un exemple précis. Certains de mes poèmes, dans mes livres précédents, je pense notamment aux élégies pour le temps de le vivre, dans les méandres des saisons, puis d'autres encore. Souvent ces poèmes, et surtout les élégies et les méandres des saisons, étaient précédés par des notes, souvent sous forme de prose aussi, qui pouvaient faire 4 pages. Et que progressivement je réduisais, le poème m'amenait à réduire ces proses, ces 4 pages, j'allais dire, à l'essentiel. À l'essentiel, donc c'est là qu'on rejoint la notion de simplicité. Et d'autant plus que je me suis aperçu qu'avec l'expérience, la simplicité, finalement, conquérir la simplicité était la marque d'une maîtrise de la complexité. Voilà. Ça paraît peut-être paradoxal ce que je dis là, mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Et je me souviens d'un texte, je me souviens c'était à Julien-Rue, donc sur la route de Gérardmer, il y avait une maison notamment, où chaque fois que je passais là, il y avait un couple de vieilles personnes, l'homme et la femme. On passait là et je les voyais dans le jardin en été. Et j'avais eu envie d'écrire quelque chose là-dessus, donc j'avais quelques pages là-dessus. Et puis, un beau jour, je me suis rendu compte que la maison, les volets étaient fermés et tout, il n'y avait plus personne. Ils étaient morts, en fin de compte, ou ils avaient été
dispersés ailleurs. Et à partir de là, j'ai fait ce poème, c'était dans les méandres des saisons, mais qui est un poème qui fait une demi-page, en fin de compte. Alors que j'avais essayé de raconter un petit peu ce que j'avais ressenti en les fréquentant de loin, en quelque sorte, en passant chaque fois. Ouais, donc là, oui, il y a une espèce de déclencheur qui fait qu'après, Ah oui, oui. Voilà, tu t'évacues, tu synthétises, et ça te permet d'écrire le poème. Oui. Et quand on parle en poésie souvent pour certains de fulgurance, c'est peut-être ça. Mais moi, je suis quand même très content de t'entendre dire que il y a toute cette prise de notes avant, qui peut avoir prise de notes 3, 4 pages, et puis après, ça peut devenir Oui. un poème. C'est pas que la poésie n'est pas seulement de la fulgurance comme ça. Non. C'est peut-être la fulgurance, c'est peut-être Elle existe aussi. Elle existe aussi, mais Oui. c'est peut-être des moments rares, peut-être, non? Non, ça. Non. Ça dépend. Pas forcément, Pas forcément. mais il faut s'en méfier. Oui. Parce aussi. qu'il m'est arrivé aussi d'écrire. Alors, bon, je dis, c'est presque antinomique, une page de prose, par exemple, dont je parlais tout à l'heure. Mais il m'est arrivé quelquefois d'avoir une sorte de poussée intérieure, c'est physique, hein, carrément physique, D'accord. et jeter remplir une ou deux pages sans savoir ce que je suis en train de dire. Mhm. Vous voyez? Mais en fin de compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas ce que je dis, mais effectivement, c'est une fulgurance. Mais après, il s'agit, si on veut vraiment utiliser ce matériau pour faire le poème, il faut vraiment bosser dessus. Oui, c'est ça. Oui, alors ça fait penser un petit peu à... Là, je lisais il y a un très beau livre qui est sorti sur les leçons de peinture de Gilles Deleuze, qu'il avait donné en conférence et qui sont là maintenant, on peut les avoir sous forme de livre. Et Gilles Deleuze parle plus de la peinture, en particulier de Francis Bacon, voilà. Mais il dit à un moment quand même que avant tout acte de création, il faut un chaos, une tempête. Il parle du chaos, il parle de la tempête, et seulement là, après ce chaos, cette tempête, cette prise de risque, où il y a prise de risque esprit, âme et corps, je dirais, seulement là, il peut y avoir reconstruction et construction de l'œuvre. Oui, c'est exactement comme ça que ça se fonctionne. Oui, oui. On va peut-être donner la parole à nos lecteurs. À moins que Philippe Philippe a quelque chose à ajouter. Vas-y. Non, moi, l'épure, si on peut dire, je l'ai apprise de très très tôt. En fait, je n'ai jamais, on m'a jamais enseigné la photographie, je l'ai apprise toute seule. Je l'ai apprise en regardant des maîtres de l'époque. Je pense à Jean Loussieff, par exemple. Je pense en particulier à une photo de David Hamilton, qui lui a mal viré sur la fin, mais à une époque, il faisait des natures mortes extrêmement simples. Il n'y avait pas de bavardage, si je peux dire. Je me souviens, moi, d'un piano à queue, avec un vase vide posé dessus, sur un fond blanc, rien, et d'une beauté incroyable, quoi. Donc, il y avait très tôt, j'ai appris à essayer d'évacuer tout ce qui n'allait pas raconter l'histoire directement, tout ce qui était bavardage. Voilà. Après, c'est une question d'intention, de savoir aussi, je me sens capable de faire des photos où il y aura 1000 détails dessus, quoi. Mais je préfère quand même, moi, aller directement à l'émotion, quoi, en fait. Voilà. Voilà. Et bien, on peut laisser la parole à nos lectrices pour un petit moment de poésie. L'univers disparaît dans un autre univers. Il tente la lumière en exacerbant l'ombre. La naissance n'est rien. Tout n'était que soleil avant de nous fixer comme un cri dans la vie. Bien avant de venir, bien avant notre éveil, nous touchions la clarté qu'à présent on envie. Une étoile qui meurt a plus de choses à dire que ce qui nous conduit de la vie à trépas. Nous ne serons toujours que le fragile éclat d'un espace ignoré qui naît, puis se retire.
Je cherche dans le noir, depuis longtemps éteints, les yeux des temps passés et des temps à venir. Je suis une enveloppe immense, un voile peint sur le monde qui fuit son propre devenir. La nuit n'est qu'un défaut de la grande lumière qui prophétise en nous, mais dont nous n'avons point la clé de l'origine où meurt toute frontière, tour à tour horizon ou minuscule point. L'univers pleure en nous comme un enfant blessé, étrange maison vide. Il appelle, il implore une humaine présence, un amour annoncé par une étoile vive et seule en train d'éclore. Stop, je m'arrête. On va reprendre. Oui, voilà, on a dit que c'était expérimental, donc on y va, c'est bien, c'est bien. Alors pour continuer un petit peu cet entretien, Michaud a dit à un moment, la vraie poésie se fait contre la poésie. Comment vous recevez ça? Alors la vraie photographie peut se faire contre la photographie aussi. Enfin, comment on peut aller aussi loin que ça? Ouais. C'est toujours difficile de répondre à partir de formules qui sont fermées sur elles-mêmes, qui ont l'allure de sentences, qui ont l'allure d'apophthegmes, disons à l'ouverture, tu veux bien répéter la citation, parce que c'est intéressant aussi. Oui, la vraie poésie se fait contre la poésie. La vraie poésie se fait contre la poésie. On a pu penser ça pendant un certain temps, parce que... Parce qu'en fin de compte, c'est reposé quand même aussi la question de la filiation dans la poésie. Je pense que c'était aussi par rapport à ça. C'est toujours le problème des différentes écoles aussi. Ouais, hein. ouais, Si ouais. on veut dire, bon, si on prend un cas que tout le monde connaît, la vraie poésie se fait contre la poésie, on peut dire alors que la vraie poésie, celle que Rimbaud... par laquelle il a illuminé véritablement tout le 19e siècle, elle s'est fait contre la poésie classique. Oui, voilà. Alors on peut dire que la poésie de Rimbaud s'est faite contre la poésie de Lamartine. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comme en photographie, la photographie qui est voilà, Exactement. en peinture avec une Voilà. Exactement, oui. Il y a les questions de mode, si on, Et de si on peut chapelle. les- de chapelle, oui. Ouais. Et de chapelle, et j'ai horreur, moi, de ces histoires, ces notions de chapelle. Il y a des individus qui, en fin de compte, ont quelque chose à dire, le font, et ne peuvent le réaliser que dans la fraternité de la parole, ou voilà, c'est Oui, ça. tout à fait. Et c'est très important, cette fraternité qui s'établit, et à mon avis, l'art, c'est ça. L'art, c'est... oui, alors l'art, c'est ça, d'accord, mais est-ce que, étant là en 2024, est-ce que vous avez forcément aussi une relation à toute l'histoire, on va dire, de la poésie ou toute l'histoire de l'art? Est-ce que quelque part aussi, la question de la contemporanéité est aussi importante pour vous dans votre acte de création? Ah oui, oui, ben c'est évident. De toute façon, un artiste ne peut pas exister sans avoir ses racines dans la vie courante et dans la vie de tous les jours. Donc forcément, dans les événements qui se passent, qui se déroulent en permanence. Hein. On ne peut pas être insensible aux atrocités qui ont toujours jalonné l'humanité, c'est évident. Hein, quand je disais dans le reportage avec Vianney Huguenot, qui a été réalisé il n'y a pas très longtemps, quand je disais que je ne me suis jamais remis de la Shoah, de cet anéantissement, de cette horreur, alors que moi j'avais 2 ans quand ça s'est passé, ces choses-là. Oui, bien sûr. Mais l'apprenant par la suite, c'est quelque chose qui m'a tellement bouleversé que
je le porte dans ma chair. Et c'est d'autant plus intimement que je le ressens qu'actuellement, on subit les mêmes choses. Tout à fait. Donc, un art lui-même ne peut pas rester insensible à ces choses-là. Ah bah non. Hein? Ouais. Donc, automatiquement... Mais alors, j'ajouterai, et là je repasserai la parole, j'ajouterai une chose quand même, c'est-à-dire qu'il faut se méfier. Lorsqu'on est véritablement investi dans la quotidienneté, dans le monde tel qu'il va, de ne pas faire en sorte, en ce qui me concerne, que mon poème ait une sorte de valeur de tract. Vous voyez, qui disent les choses directement, sans recul véritable. Et je dis que pour exprimer vraiment les douleurs du monde, la difficulté d'être, la difficulté de saisir les divers mouvements de l'histoire, en fin de compte, il faut le faire avec une certaine pudeur et plutôt que de le dire dans un élément réducteur qui ne fait que doubler la chose elle-même, essayer de le hausser à une certaine, comment j'allais dire, une certaine universalité. C'est-à-dire, bon, il ne s'agit pas, parce que c'est comment je vais dire, le journalisme, lui, il le fait. Il fait ça. On peut voir dans vos informations les choses qui se passent, mais je ne vois pas l'intérêt dans le domaine de la poésie, peut-être pas de toute la littérature, notamment du roman, mais dans le domaine de la poésie, il ne s'agit pas de dire directement la chose telle qu'elle se déroule. Il faut sentir ce qui est terrible, ce qui atteint le plus profond, précisément, de l'humain qui est bouleversé, en fin de compte. Et c'est pas parce que je dis ça me fait souffrir qu'on a changé les choses. Hein. Mais ça, il faut le faire d'une manière, je sais pas, moi... Enfin, là, je vais peut-être m'échapper un petit peu trop vers quelque chose qui va nous mener un peu loin. Ouais. Et je pense que c'est un peu pareil dans les photos. Par exemple, les photos que tu as fait là, les 15 fois la mer. Les 15 fois la mer. En quelque sorte, c'est une réponse à la cruauté. C'est une réponse à la cruauté, c'est une réponse à vraiment beaucoup de choses, oui. Voilà, c'est ça. C'est déjà le fait de revendiquer, d'une certaine façon, la beauté et de la oui, c'est important de la d'en proposer. parler. C'est important d'en parler, Oui, parce qu'on en parle assez peu. En fait. Exactement, exactement. Donc moi, c'est un petit peu le rôle que je me donne, c'est-à-dire que même les choses les plus dures, on peut regarder, il y a des orages qui se préparent, là, il y a des guerres, quelque part, qui sont derrière les nuages, qui arrivent très vite. On sait qu'un orage arrive très vite en mer. Mais malgré ça, je les montre avec une certaine beauté, bien sûr, j'allais dire une certaine pureté. Voilà. Et je revendique quitte à passer pour un gnangnan. Oui, parce que effectivement, il y a quand même toute une période dans la création et dans l'enseignement de la création, hein, en particulier dans nos écoles d'art et tout ça, où il était pratiquement malvenu de parler de la beauté. Oui, tout à fait. De parler de la beauté. Il y a quand même tout un courant comme ça où on devait quand même, en gros, parler de la beauté ou c'était être ringard, quoi. Il fallait plutôt être conceptuel, tout ce qu'on veut. Voilà. Alors voilà, parce que c'est quand même des phénomènes de, il y a quand même des faits. Voilà. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Et donc, effectivement, là, on s'aperçoit dans votre expo, dans cette expo et dans ces poèmes, qu'on est dans la beauté et dans la simplicité de la beauté, tout en ayant effectivement cette position décalée, un peu de recul du créateur, du poète comme du photographe, pour nous livrer ça avec, ce que je disais hier, beaucoup de délicatesse. Voilà. Et c'est d'abord ça, cet élan-là, cette respiration-là, qui passe, quoi. Mais c'est cela, alors, pour en revenir à ce que je disais, parce que j'y tiens, c'est pas parce qu'on dénonce les choses directement qu'on en dit plus que lorsqu'on essaye
saisir en profondeur. Bon, je reprends un exemple ici. Le premier poème que j'avais lu, je dis à un certain moment, entre moi à cette heure et moi-même demain, y a-t-il la clarté d'un infime passage par où se glisserait pour me tendre la main l'autre qui pour un temps doublerait mon visage? C'est ni plus ni moins que l'appel vers l'échange, qui conjurerait en fin de compte la cruauté. Hein? Oui. La clarté d'un infime passage. Voilà, donc ça, c'est peut-être ça aussi, c'est une forme de beauté aussi. Alors l'infime passage, la clarté de l'infime passage, l'infime nous renvoie au temps, Oui. hein, à cette notion de temps, et on a cette série-là, à travers la série des C'est plis et du temps, cette notion de temps, comment vous la vivez, vous deux, chacun dans votre art. Parce que, oui, on la vit peut-être d'une manière différente, et heureusement, mais elle s'enracine quand même dans un tuf commun, hein, c'est certain. D'ailleurs, le titre est révélateur, c'est tant de plis dans le temps. Alors la première chose, c'est que le début du titre, c'est temps, T-A-N-T, et le temps, T-E-M-P-S, à la fin. Donc il y a un jeu. C'est-à-dire que ce sont deux mots qui ne veulent pas dire la même chose, mais ils se complètent l'un l'autre. Et disons que oralement, phonétiquement, ils permettent en quelque sorte de, comment je veux dire, de se nourrir l'un de l'autre. Hein. Mais ce qui est important dans le titre, c'est les plis. Parce que, je pense que Philippe, c'est un peu la même chose, le temps n'est pas, pour vous tous, hein, le temps n'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose qui va et qui va de plus en plus vite. Mais dans le temps, il y a des plis. Et ces plis, quelquefois, sont des plis qui masquent des cruautés, des appointements, des désespoirs. Et puis il y en a d'autres, des plis qu'on aimerait bien soulever, parce que là, c'est là que se trouve la joie, c'est là que se trouve la douceur. Hein. Donc, en fin de compte, le temps, moi je le ressens comme quelque chose d'organique. Hein. C'est quelque chose qui passe, c'est pas qui nous entraîne, mais qui fait partie véritablement de nous, en tant qu'individus qui allons, mais qui nous inscrit en même temps dans l'universel, qui nous échappe lui-même. Hein. Parce que notre naissance, notre mort, il y a un espace entre les deux, effectivement, qui est du temps. Cet espace et le temps, j'aime bien d'ailleurs l'espace et le temps, pour moi c'est la même chose, mais on ne va pas revenir là-dessus non plus. Mais ce court espace qui nous est dévolu, il s'inscrit dans un espace éternel, un espace qui remonte à des millions d'années, et puis qui ira plus loin encore. Mais est-ce que la poésie, dans cet espace, est une urgence? Oui, automatiquement. Ah oui. Pareil, pour moi, oui. L'acte de création est une urgence. Ah oui, oui, oui. C'est devenu vraiment une urgence depuis quelques années. Pour moi, c'est très, très important. Ouais. C'est peut-être ça qui fait aussi la différence entre des personnes qui sont dans la création et des personnes qui ne sont pas forcément dans la création. C'est-à-dire c'est le ressenti de cette urgence ou le non-ressenti de cette urgence. Oui. Hein, c'est-à-dire que c'est forcément, c'est tellement existentiel quelque part. Ouais. Oui, tout à fait d'accord. Ouais. Ouais, ouais. Oui, je pense qu'il y a des gens qui, comment dire, qui ont besoin, c'est même pas une envie, c'est un besoin de s'exprimer, de communiquer. Oui, je préfère communiquer plutôt que de s'exprimer, alors que d'autres sont bloqués dans le témoignage. Je ne sais pas si je suis clair là-dedans. Il y a des gens qui s'arrêtent uniquement au fait de regarder ce qui se passe, point.
Oui, donc, sans y réfléchir, un constat, oui, voilà, c'est ils ce qu'on font un disait. constat, Oui, ils font oui, un on constat. fait un constat. Et photographiquement, en plus, c'est très fort, quoi. Il y a des photographes qui sont témoins, oui, constatent, c'est ça. point à la ligne. Oui. Voilà. Et d'autres, et j'en fais partie, ont des choses à apporter, des petites choses. Hein. J'ai pas la prétention de savoir beaucoup de choses et puis de les imposer aux autres. Mais pour moi, donc, oui, c'est vital de communiquer. Voilà. Oui, Kandinsky parlait de nécessité intérieure. Voilà, ouais. Je trouvais le mot toujours intéressant, ce mot de Kandinsky. Une nécessité intérieure. Ce qui fait que tous les jours, je pense que tous les jours, tu as une pensée pour la photographie et tous les jours, tu as une pensée poétique. Enfin, je veux dire, c'est véritablement... Oui, voilà. oui, mais à condition que cette pensée poétique ou cette pensée photographique, j'allais dire, ne soit pas réductrice, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas simplement à celui qui crée. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que tout individu, et ça j'en suis persuadé, porte en lui les germes de la création. C'est pas possible autrement. C'est simplement parce qu'on leur c'est donne parce pas que les outils. Il y a nécessaires peut-être cela aussi, mais ça vient du fait aussi, mais ils ont la sensibilité qu'il faut, ils ont la, comment je vais dire, l'émotion qui circule, mais bon, le monde est ainsi fait, c'est-à-dire qu'on est tous au même niveau dans ce domaine-là, mais certains ont la capacité, ont la possibilité, plutôt que la capacité, la possibilité de l'exprimer. Moi par des mots, toi par des photographies. Bon, mais il ne faut pas oublier qu'une fois que mes mots sont là sur le papier, que c'est le poème, et toi que tu as tes photographies, il n'empêche qu'elles ne peuvent exister que si les autres qui sont en face de nous les prennent en relais. C'est pour ça que je parlais de communication. Voilà, de communication. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que nos œuvres, finalement, n'existent que parce que les autres qui les reçoivent, parce qu'ils ont en eux exactement les mêmes sentiments, les mêmes émotions, les mêmes recherches, les mêmes quêtes, les mêmes questions. Oui, mais voilà, mais ils ne s'expriment pas, et bon, ils n'ont pas disons peut-être les clés, tous, du moins, ils n'ont pas les clés. Ils n'ont pas les clés, ou ils n'ont pas forcément envie de faire l'effort aussi, parce que c'est aussi voilà, et que de véritables amateurs d'art sont ce que vous êtes tous ici, sont le public véritablement important, et vouloir être qu'amateur d'art, qu'avoir les yeux grands ouverts sur ce qui est fait artistiquement sur ce monde, c'est déjà en soi une démarche incroyable. Enfin, je veux dire une démarche, une véritable démarche, je crois. Voilà. C'est très important. L'autre est important. On n'a pas. Moi, je dis toujours, en tant que poète, je n'existe pas si j'ai pas j'ai mes lecteurs. Et c'est les lecteurs qui, en fin de compte, me permettent d'être moi-même. Et souvent, et c'est d'autant plus intéressant que, par exemple, vous donnez un poème à plusieurs personnes, le même poème, eh bien, ils n'y verront pas forcément les mêmes choses. Parce qu'ils le recomposent à leur façon. C'est ça qui est extraordinaire. Et moi, je me suis trouvé souvent quelqu'un qui venait me voir, qui vient lire le poème, qui me dit voilà, j'aime ça, je ressens ça comme ça. Et en fin de compte, je n'avais pas pensé du tout. C'est donc, il y a quand même quelque chose qui échappe aussi en même temps au créateur, mais qui en quelque sorte, le poème laisse des trous qui ne peuvent être remplis que par les interprétations des gens qui l'adoptent. C'est extraordinaire que ça fonctionne comme ça. Et vous voyez, on part finalement, vous savez, quand on fait des études secondaires, certains, on a beaucoup connu, c'est pas ce que l'auteur a voulu dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je me souviens de poèmes qu'on apprenait en première, etc. Le prof disait, voilà ce que l'auteur a voulu dire. Moi, ça me hérissait, ça me tapait sur les nerfs, c'est pas ça du tout. Hein? Il vaut mieux dire, voilà ce que l'auteur n'a pas voulu dire. C'est à vous de trouver ce que l'auteur n'a pas voulu dire. Parce que c'est vous qui allez faire vivre le poème.
Alors, on est parti dans l'état d'exercice, des tas de trucs. Puis là, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé non plus dans ce domaine-là. Et j'ai une amie ici qui est dans la salle, qui est Véronique Barre, et qui ne me contrarierait absolument pas dans ce domaine-là. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que les gens ont, parce que on a besoin d'être quelque part d'être rassuré. Ouais. Alors que l'acte artistique, c'est une mise en danger. Je veux dire, c'est un abîme. Tout à fait. Voilà. Et il faut aussi le lire de cette manière, là, ou l'entendre de cette manière-là. Je veux dire, on va pas vers un livre, on va pas vers un poète, on va pas vers un créateur, vers un photographe. Pour être rassuré, on va vers lui pour qu'il nous ouvre à des tas de choses et qui nous amène aussi dans cette recherche et dans cet équilibre instable. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme ça. L'équilibre instable, c'est juste. Mais entrer en contact avec une œuvre d'art, c'est accepter précisément cette instabilité. Il y a pas de, c'est pas une vérité formelle, hein, c'est sûr. On leur donne la parole. Ah ben, on peut peut-être relire quelques poèmes. Oui. Et, On donne la parole. La forêt dénoue les nuages. Un coup de vent écaille le silence. Je tremble sous les écorces. Ceux qui arrivent et me sourient semblent insensibles, mais des flammes mûrissent en chaque regard qu'ils lancent. J'implore la lumière, je lui dis de ne point émigrer, de rendre toute présence plus forte que l'inquiétude de ne pas savoir dire autant qu'on peut s'éveiller au-delà des traces qu'il laisse sur les dépouilles de la vie. Encore un ? Pardon. Oh, excusez-moi, je suis maladroite, c'est la vieillesse. Oh. C'est l'arthrose. La lumière se perd dans l'hiver. On pèse si peu sur la neige. Un merle, épouvanté, emprunte un faux passage. Connaît-il encore le lieu où s'étalait son chant ? Il paraît si docile dans le soir qui tombe. On croirait qu'une ouverture se prépare dans le brouillard cousu à la montagne. Cherchons l'accès d'un pays où ne rôderaient pas les fumées processionnaires qui effacent le front bleu des crépuscules trahis. C'est beau, ça. Oui, c'est très beau. Et en plus, c'est, j'ai l'impression de redécouvrir les poèmes de Richard une fois dit comme ça. Le poème est fait pour être dit, hein. Ça c'est certain. Oui. Puis Raymond, c'est remarquable. Merci Richard. Ah oui, c'est vraiment. C'est pas ce poème. Ah, oui, oui. Les sons aussi. Bien trop de déchirures dans la toile des jours. Bien trop de froid dans nos veines. Les arbres s'éveillent près de nous, fidèles à nos silences. Ils tiennent à mourir avec nous. Ils désirent des fêtes sans paroles broussailleuses. Ils montent en flèche vers la vérité d'un rivage céleste. Ils implorent les graminées de résister au brouillard, de semer avec eux d'humaines graines, sans effroi, sans peur de vivre. Ils rêvent au seuil de l'univers. Oui, je voudrais ajouter une petite chose à propos de textes semblables. C'est que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour dénoncer certaines choses d'un point de vue écologique, il n'y a pas besoin de pousser les hauts cris. Et donc ce que j'ai fait dans ce poème, en fin de compte, c'est donner à l'arbre sa valeur première. Hein, et on peut dire que c'est un poème écologique, en fait. Alors justement, je voulais poser la question du rapport à la nature, Oui. de votre rapport à la nature.
quel est votre rapport à la nature, parce qu'il est évident, et comment vous le... Est-ce que tu le vis aussi, toi, par exemple, en immersion dans la nature, en promenade? Est-ce que c'est aussi ces immersions-là qui font que les choses viennent apparaître? Je vois que c'est très... Parce que dans tes poèmes, c'est très très fin. Il y a le moineau, il y a l'espace juste, la lumière. Il y a des choses qui sont très... des notations très fines. Alors, comment ça se passe quand tu es, toi, dans la nature? Ouais. C'est-à-dire que bon, ma formation était, je dis ma première maîtresse, c'était la nature. J'ai quand même... Tu es un enfant de la campagne. Ah oui, de la campagne. J'ai vécu de l'âge de 2 ans et demi jusqu'à l'âge de 16 ans dans un hameau dans les hauteurs du Val d'Ajol, en fin de compte, dans l'école où exerçait ma mère. Donc, mon environnement était la nature dans toute sa splendeur. Selon les saisons, on vivait. Le temps de vivre était le temps, effectivement, des saisons qui s'écoulaient. Et je faisais les foins avec les paysans, je faisais les moissons. Et, bon, je vivais entre veaux, vaches, cochons et couvées, en fin de compte. Hein. D'accord. Et en gardant les vaches, oui. Donc ça a marqué, et vous savez, jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est énorme. À 16 ans, en effet, après, on ne fait plus rien d'autre que de comment je vais dire, de mettre en œuvre ce qu'on a accumulé, en fin de compte. Et je pense que, et c'est curieux parce que dès que j'ai quitté, à 16 ans, il fallait faire des études ou des choses comme ça, mais ça ne m'a posé aucun problème. J'avais l'impression que j'avais tout découvert à ce moment-là et qu'il ne s'agissait plus que de mettre en œuvre ce que j'avais découvert. Donc, il y a forcément eu cette présence très forte de la nature, des arbres, des pierres, un amour extraordinaire des pierres, et j'avais été frappé, je me souviens, d'ailleurs on ne l'avait jamais commenté, ce vers de Nerval, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Le minéral et le végétal, en quelque sorte, étaient... Bon, c'était, une fois qu'on avait dit ça, on avait compris des tas de choses. Et bon, je pensais dans les méditations, par exemple, la Martine Sauvande, comment dire, oui, enfin, bon, sinon je vais encore faire des digressions. Donc c'est pas possible. Non, mais alors je reviens à ce que je disais, c'est que la campagne a toujours été la matrice de mes poèmes. Voilà. J'ai quitté un petit peu cela, peut-être, dans les années 70, au moment où il y avait le structuralisme qui se mettait en place, des choses comme ça, qui, au bout d'un certain temps, a dégoûté pas mal de monde. A apporté certaines choses, c'est certain. Mais là, il y a eu ce besoin, donc c'est ce qui fait, en fin de compte, qu'on s'est retrouvés. Oui. Hein? Parce que toi, il y a eu sûrement aussi... Je suis un enfant de la campagne aussi, mais par contre, je n'ai pas le même rapport que toi avec la nature. Alors pourquoi, je ne sais pas. Hein. Par contre, ce que je sais, c'est que depuis pas mal d'années, en tant que photographe, la nature a toujours été comment je pourrais appeler ça, mon support de revendication. Voilà. Chaque fois que j'avais vraiment une colère à exprimer, ou une chose très forte, on va dire, à exprimer, ça passait par la nature. C'est comme ça que sont nées des séries comme L'Humus inscrit, avec des textes de Michel Butor. Je me souviens quand j'ai fait ces photographies en l'espace d'un après-midi, ça se passait pas très bien au boulot et j'avais des choses à redire sur ce qu'on me faisait faire. Voilà, 3 petits points. Et voilà, il y a eu d'autres cas. Par exemple, le travail que j'ai fait avec Benoît Dutertre sur la forêt vosgienne. Ce travail est né, donc j'ai photographié la mousse, tout ça, fallait le bois qui meurt, etc., etc. Tout ce gris dans la forêt vosgienne, parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit ah bah écoute, si tu veux vendre des photos, va faire des couchers de soleil sur le Honeck.
Et moi, j'avais envie de crier, mais non, il n'y a pas que le coucher de soleil sur le Honeck, il y a aussi le fin fond de la campagne, le fin fond des forêts, la mousse, les branches, etc. Donc voilà, et c'est le cas aussi pour qu'elle soit la mer. Voilà, c'est des supports de revendication pour moi. Voilà. J'aime bien l'expression support de revendication. Et ben Ouais, voilà. ouais, ouais. Mais je ne revendique pas le point levé, comme on disait tout à l'heure. disais Oui, tout à oui, l'heure. oui, oui. Alors on peut peut-être passer aussi un peu la parole au public, puisqu'on parlait du public. Donc c'est peut-être le moment, effectivement, si vous avez un certain nombre de questions à poser, pas hésiter. Ben, il se trouve, oui, voilà, vas-y. J'ai entendu tout à l'heure que vous parliez de faire de la poésie contre la poésie. Et je n'aime pas cette expression, mais je pense qu'il y a un moment donné, dans l'art, il y a des ruptures. Il y a des moments où ça change. Et c'est ça que je ressens. Est-ce qu'il n'y a pas des ruptures aussi bien au niveau de la photographie en peinture, je le sais un petit peu, mais en poésie certainement aussi. Moi, je l'ai compris comme ça. Oui, il y a des ruptures. J'en avais un peu, j'ai évoqué en parlant de la révolution véritablement rimbaldienne, par rapport à ce qui précédait. Hein. Et puis j'en pourrais ajouter aussi les chants de Maldoror, de Lautréamont, et puis d'autres, et même des gens comme Nerval, qu'on considérait par un temps comme des petits romantiques, et qui en fin de compte sont peut-être essentiels dans comment je veux dire, l'évolution de la littérature, notamment la poésie. C'est toujours un peu le même problème, c'est-à-dire que si la lecture, je crois que si la lecture se fait dans le même temps des œuvres, la lecture des œuvres se fait dans le même temps où elles ont été faites, quelquefois il y a cette espèce de de décalage, c'est-à-dire que par exemple le meilleur exemple c'est l'art pompier, ce qu'on a appelé l'art pompier. Donc c'est bien une lecture de cet art à une certaine époque, Oui. mais quand on prend le temps et qu'on se fait. donne le temps, et le temps qui passe, ah ouais, 50 ans après, 60 ans après, l'art pompier n'est peut-être pas aussi pompier parce que c'était quand même, la terminologie était quand même pas sympathique, et l'art pompier est quelque chose d'important, et il y a des artistes de cette époque-là qui aussi ont apporté des choses très importantes dans l'art. Ouais, c'est ce qui se passe actuellement. Et c'est toujours ce problème de coller des étiquettes en étant dans le même temps. Et effectivement, le décalage permet souvent de relire un peu ça et de replacer les choses au bon endroit. De toute façon, parce que coller des étiquettes, en fin de compte, c'est nier l'autre. Et c'est ça, alors qu'il y a une multiplicité d'expressions. Et c'est forcément exclure. Parce qu'à partir d'un moment, on a dit, et c'est pareil, voilà. Alors, qui est surréaliste? Qu'est-ce qu'un véritable surréaliste? Le mouvement surréaliste, c'est quand? C'est comment? C'est 1924? Est-ce qu'en 1970? Est-ce qu'on ne peut pas être surréaliste en 1970? Et il y avait encore des surréalistes en 1970. Oui, d'autant plus que le surréalisme, même à l'intérieur même du surréalisme, c'était très divers. C'était déjà quelque chose. Ah, oui, bien sûr. Il faudrait peut-être dire une chose aussi, parce qu'on a la chance d'avoir ici, dans l'Assemblée actuellement, un photographe aussi. Et ce photographe-là, avec lequel je viens de terminer aussi un livre d'artiste qui s'appelle « Si devant l'horizon », et qui est un photographe très, très pointilleux, que Philippe connaît. Hein. Bah oui. Et voilà. Bon, il s'appelle Christian Peter, il est là, et si... Il pouvait nous dire, lui, un petit peu en fonction de tout ce qui vient d'être dit, là, comment il conçoit, lui, son itinéraire photographique. Tu es là, Christian? Oui, je suis tout au fond. Voilà, tu te lèves ou... Du point de vue de la photographie, j'aurais tendance à me considérer comme mon itinéraire d'un enfant gâté, d'une certaine manière. Parce que j'ai commencé très jeune, presque enfant, à faire des photos, comme fait un enfant. Et puis j'ai laissé tomber. Ça marche ça? Oui. Ah, oui. Et puis j'ai. Je peux l'approcher? Ah voilà. Et donc j'ai laissé tomber pour des raisons professionnelles. Et j'ai repris ça il y a une
douzaine d'années, et en profitant de tout ce que la vie m'avait enseigné, de tout ce qu'elle m'avait fait subir aussi, évidemment. Et je me suis dirigé vers une écriture photographique. C'est-à-dire que chaque fois que je prends mon appareil, je sais ce que je cherche, je sais comment le traduire, je ne sais simplement pas si je vais le trouver. Et donc c'est une façon très très voyageuse de faire de la photo. Je passe mon temps sur les routes et je construis mes séries de cette façon-là. D'ailleurs, la série devant laquelle Richard s'est arrêté, pour laquelle il a écrit 21 poèmes, a été construite de cette façon-là, sur le thème de l'horizon. Et elle est toujours en cours d'ailleurs. Mais voilà, toutes mes photographies sont faites de cette façon-là. Bon, je te remercie. Je ne vais pas trop parler de moi non plus, c'est pas... Une autre question? Moi, je voudrais revenir à ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, Philippe Collignon, quand il a parlé de l'évolution de son rapport à la photographie et du fait que de plus en plus il allait, alors tu n'as pas dit le mot essentiel, tu as dit que tu évacuais les détails pour aller, alors ça c'est mon mot à moi, aller à l'os de la photographie. Et je pense que tu as... Pour moi, le premier travail, peut-être parce que tu as publié à ce moment-là, c'est le travail avec Michel Butor, qui est lui aussi un écrivain de la structure du texte et dont l'écriture brève accompagnée... Enfin, je déteste que des photos accompagnent le texte ou qu'un texte accompagne des photos. On peut dire que quelquefois elles se juxtaposent, quelquefois elles se croisent. Quelquefois, on n'en tient pas compte et on lit le texte 10 ans après, ou on regarde certaines photos 10 ans après. Donc moi, j'aimerais bien que tu reviennes à cette question, parce que je trouve que l'ensemble de cette exposition, elle est, pour moi, remarquable, et elle va exactement dans ce sens, c'est-à-dire photographier comme une nécessité. Oui, en fait, oui. Alors, photographier comme une nécessité et aller vers l'épure, aller vers quasiment l'abstraction et ne garder que des émotions. Voilà. Et ça, c'est un travail que j'ai commencé il y a quelques années. Là, on est loin de ce que j'avais fait avec le Mus-Inscrit, par exemple, avec Michel Butor. Je pense que c'est de ça que tu parles. Les livres... que j'avais photographié à la bibliothèque. Là, on était déjà dans la poésie, mais je gardais du détail. Hein. C'était des portraits de livres, si on peut dire. Alors que là, surtout avec cette série, je m'efforce d'aller vers l'effacement et de ne garder que l'essentiel, vraiment l'essentiel. Comme tu dis, alors j'ai beaucoup aimé ce que tu disais, l'os de la photographie, c'est-à-dire oui, ce qui devrait rester au bout du bout, quoi. Voilà, est-ce que j'ai répondu? Voilà. Et ça, c'est vrai que, bon, je me permets de le rajouter, je sens que je suis vraiment un tournant dans mon travail. Voilà. Est-ce que ça va continuer? J'en sais rien, parce que il y a aussi d'autres, comment dire, sur tout le long de ma carrière, j'ai toujours été intéressé par le portrait. Et chaque fois que je fais une série sur le portrait, très vite j'en ai un petit peu marre. Alors pourquoi, je ne sais pas. Donc je finis très vite mes séries. Il y en a eu plusieurs, hein. Mais curieusement, 2 ou 3 ans après, il faut que je revienne. J'ai envie de revenir, j'ai besoin de revenir au portrait. Peut-être que c'est aussi, on parlait de communication, c'est peut-être un besoin de rencontrer des gens et puis de communiquer avec eux. C'est revenir à l'humain. C'est revenir à l'humain, ouais. Et donc le portrait, je ne peux pas l'effacer. Quoique, Manu, tu es témoin de
Manu est passé à la maison pour apprendre quelques notions de photographie. J'en ai bien besoin. Voilà. Et une des choses sur lesquelles je l'ai fait travailler, c'est de représenter une personne sans la montrer. Ouais, Voilà. ouais. En photographie, il faut le faire. Hein, voilà. Ouais. Et donc, j'avais choisi François Schenk. Oui. J'étais loin quand même. C'était loin, très très loin. Enfin, voilà, mais l'avenir, je ne le connais pas. Le présent, c'est ici et je ne sais pas ce que ça va donner après. Si, il y a d'autres paysages qui font suite un petit peu à ce travail et qui vont encore un petit peu plus loin, mais voilà, je ne sais pas. Alors tu parles de notion de série, là, où tu dis des choses quand même permanentes, le paysage, le portrait, et souvent quand même les créateurs sont comme ça. Est-ce que dans le domaine de la poésie, dans le domaine de l'écriture, est-ce qu'il y a aussi un peu des notions de série qui pourraient se développer un peu en parallèle, ou mises en silence à un moment pour réémerger un petit peu comme l'a Philippe en photographie, ou comme ont beaucoup d'artistes, c'est-à-dire que voilà, tout en restant parce que voilà, dans le domaine des arts plastiques, c'est plus simple, Oui. parce que dans le domaine des arts plastiques, on peut être graveur d'un côté et peintre de l'autre, et donc on peut avoir des choses qui sont un peu parallèles comme ça et qui se nourrissent entre elles. Alors, Mais la notion de série, je pourrais lui donner une valeur plus extensible dans mes poèmes. Bon, déjà la première chose, c'est-à-dire que moi, en ce qui me concerne, je refuse la notion de recueil. Pour moi, un livre de poèmes, c'est un livre de poèmes. Je vais vous dire pourquoi, parce que quand je commence quelque chose, bon, je vois si au bout du 6e, 8e, 10e poème, je tiens quelque chose. Et à ce moment-là, je sens déjà peut-être les thèmes, les choses qui demandent à être... C'est comme dans une ruche, vous savez, il y a des alvéoles qui sont vides, et j'en ai rempli 2 ou 3, puis je me dis, tiens, et je suis persuadé qu'on va pouvoir remplir les autres. Mais tout ça parce que ça s'inscrit dans ma quotidienneté. C'est-à-dire que j'écris toujours mes poèmes chronologiquement. C'est-à-dire les livres de poèmes sont chronologiques. Hein. Donc, souvent, même c'est pour ça qu'à la fin de mes livres, il y a toujours les dates de telle date à telle date, ça a été composé. Donc on peut parler évidemment d'une certaine série, mais d'une série temporelle. Voilà. Hein, ça m'accompagne tous les jours. Et d'ailleurs, chaque fois que j'écris un poème, ma première réaction, c'est de d'écrire en dessous le poème, les petits bouts de papier, d'homme, point, ça veut dire d'homme Martin, si j'ai besoin du lieu, et puis la date de composition. Voilà. Alors quelquefois, cette date, elle est extensible, parce que quand je regarde, bon, je pense que le poème est terminé, mais quelques jours plus tard, voire quelques semaines plus tard, il y a un mot à changer ou une ponctuation à revoir. Donc à ce moment-là, la date est extensible, c'est-à-dire c'est par exemple du 1er juillet au 15 septembre. Ouais, d'accord. C'est ça. Mais bon, c'est ça si on veut voir ça comme une série. Ouais. Voilà. D'autres questions? On peut terminer par la lecture. Ce serait bien. Voilà. Voilà. Je dirais. On va en relire un. Ça permet de lire qui clôt. La lumière se perd dans l'hiver. On pèse si peu sur la neige. Un merle épouvanté emprunte un faux passage. Connaît-il encore le lieu où s'est allé son chant? Il paraît si docile dans le soir qui tombe. On croirait qu'une ouverture se prépare dans le brouillard cousu à la montagne. Cherchons l'accès d'un pays où ne rôderaient pas les fumées processionnaires qui effacent le front bleu des crépuscules trahis. La neige
Ce matin semé en abondance, sur les branches du pin qui s'offre à mon regard, s'allie avec un léger vent, et rêve, et danse, ainsi qu'un bel amour qui n'arrive pas trop tard. Peu importe le nom de l'oiseau qui s'approche, quand il aura quitté le rameau fraternel, puis gratté vivement la mousse d'une pierre, son envol deviendra le langage du ciel. Je vois le temps se tordre sur mes vitres. Je reconnais sous lui ce que je ne fus pas. Un nuage distrait me questionne. Je me disperse à l'infini. Très beau. Voilà, il me reste à remercier Philippe, Richard, Nadine et Raymond pour ce bel entretien, pour ce beau moment. Hier, on a décidé avec Stéphane et Philippe, parce qu'on décroche quand c'était. Donc cette expo va rester encore une semaine. Voilà, c'est de l'éphémère qui dure, vous voyez, la notion de temps. La notion de temps, le pli se déplie. Donc si les gens veulent la revoir au calme ou si vous voulez en parler, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, merci à vous pour cette belle exposition et ces beaux moments. Voilà, merci. Et merci à vous tous. Merci à vous tous parce que votre présence est vraiment quelque chose qui me va droit au cœur et qui nous va droit au cœur, effectivement. Et encore une fois, je me répète, mais nous n'existons pas si vous n'existez pas.